tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Pâte Blanche et ceci est la leçon numéro 18 de mon cours de peinture Apprendre à peindre pour tous. Aujourd'hui, je veux parler de comment choisir le format pour votre peinture. Alors bien sûr, vous connaissez qu'il y a différentes orientations possibles à notre toile. Et on peut s'imaginer des rectangles verticales, horizontales. On peut aussi avoir des toiles qui sont carrées, mais également des toiles qui sont rondes ou même ovales. Bon, ça, c'est beaucoup plus rare, mais ce sont aussi des formats qui existent. Alors, comment choisir, selon la peinture que vous faites, le format le plus adapté? Alors, vous allez me dire, c'est très simple. Pour un portrait, je prends le format portrait. J'ai mon visage, mon personnage, et c'est l'option préférée. Pour un paysage, je prends un format horizontal et j'ai mon paysage. Maintenant, pour le carré, c'est peut-être quelque chose entre les deux. Pas clair, pas très sûr. Je veux montrer maintenant quelques exemples de tableaux qui vont expliquer comment les peintres ont fait leur choix pour différents formats et essayer de comprendre pourquoi ils l'ont fait. Je vais montrer par exemple un portrait fait par le même peintre dans deux formats différents et nous allons voir pourquoi il a choisi ces deux formats différents et les deux formats fonctionnent, comme vous allez voir très bien. La question qu'il faut se poser quand on choisit le format, c'est bien sûr la question de la structure de vos tableaux. Indépendamment du cadre, nous allons ignorer le cadre pour l'instant. Nous allons simplement nous imaginer quelle est vraiment la structure derrière le tableau. Est-ce que c'est une structure où on a un élément vertical, par exemple? Et est-ce que cet élément vertical est vraiment tout seul et dominant? Ou est-ce qu'il y a aussi des éléments horizontaux? Et quelle place veut-on donner à cette ligne horizontale? Et ça, en fait, c'est la structure du tableau que vous devez décider comme peintre, comme auteur. Et c'est cette structure-là, c'est vraiment cette armature qui va vous guider dans le choix de votre format. Si vous vous dites, ma structure principale est une verticale, peu importe si c'est un portrait, un paysage ou une nature morte, eh bien, ce serait logique d'opter pour un format vertical. Si vous dites maintenant, j'ai une structure verticale, mais j'ai également une structure à l'horizontale qui la complète, peut-être que je vais opter pour un format allongé horizontal. Et la question aussi, quel est l'espace vide que vous voulez réserver au tableau? Si vous voulez avoir très peu d'espace vide, peut-être que vous allez vraiment opter pour ce format-là. Si vous donnez de l'importance à l'espace vide et qu'il y a une histoire derrière ça, une raison d'être pour cet espace vide, en tout cas l'espace moins rempli, eh bien peut-être que c'est un format qui est plus adapté. Maintenant, en ce qui concerne le format carré, c'est un format qui, bien sûr, parce que c'est un carré, c'est déjà équilibré. Et on peut se poser la question, c'est un format peut-être qui est adapté à quelque chose qui va rentrer bien dans cette forme. Par exemple, si vous avez quelque chose qui est circulaire, je vais vous montrer des exemples de tableaux qui ne sont pas des cercles, mais qui rentrent très bien dans ce format circulaire. Vous voyez, le cercle rentre parfaitement dans un carré. Donc, si vous voyez quelque chose comme ça, c'est peut-être une bonne idée d'opter pour un format carré. Maintenant, le format carré est aussi très intéressant si on veut donner de la perspective
dans un espace qui est assez fini. Donc, par exemple, quelque chose comme ça. Et vraiment, on a un point d'intérêt ici, notre point de focalisation de l'image. Et là, on ne doit pas choisir entre qu'est-ce qui est plus important, le haut et le bas. On a vraiment ce format qui est très harmonieux et qui va nous donner vraiment l'accent sur ce point au milieu, dans ce type de composition, bien sûr. J'ai aussi mentionné les formats un peu plus exotiques qui sont le cercle. Et le cercle, ben, vous voyez que c'est très proche en fait du carré. La logique sera très similaire, quelque chose de très symétrique. Et bien sûr aussi pour une image abstraite, c'est une question qu'il faut se poser. Le cercle peut marcher très bien pour des images abstraites, peut aussi marcher très bien pour des portraits. Donc, dans le passé, beaucoup de portraits s'exécutaient dans un format cercle ou ovale, surtout de petite taille parce qu'ils étaient incrustés dans les montres, dans des bracelets, etc. Pour une image plus grande, ça peut être vraiment intéressant pour une image abstraite. Et en ce qui concerne le format ovale, je vais un petit peu dans l'autre sens, de droite à gauche, mais c'est un peu la même chose que le format rectangle que nous avons vu avant. Donc on peut s'imaginer que c'est un rectangle dans ce sens-là et un ovale dans ce sens-là, la même logique que nous avons appliquée ici. Voilà, j'espère que ça vous donne quelques bases pour réfléchir à votre structure et au choix du format. Et comme vous voyez, je n'ai dessiné aucun sujet dans ces exemples-là, parce qu'en fait, votre structure du tableau est vraiment indépendante du sujet, vraiment de la matière, et il faut simplement se focaliser sur les lignes, la structure et l'espace vide. Et vraiment réfléchir un petit peu à la composition du tableau comme à une armature derrière une sculpture. Hein. Sous l'argile, on a cette armature en métal. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et ensuite, on va rajouter les formes, les couleurs, etc. Mais la structure, elle doit être décidée et dessinée avant de prendre vos pinceaux et vos couleurs. Voilà, je passe maintenant aux exemples de tableaux. Si ce contenu vous a plu, merci de laisser vos likes, de vous souscrire à ma chaîne et de cliquer la clochette de notification de nouveaux contenus. Premier exemple de portrait que je veux montrer. Ceci est un portrait par Singer Sargent, qui est un peintre américain, qui a passé beaucoup de temps en Europe, mais qui est très connu en Amérique aussi. Regardez ce portrait format vertical et je vais vous montrer maintenant le deuxième portrait, également par Sargent, qui est cette fois-ci un format horizontal. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi le peintre a choisi le même sujet ou sujet très proche et deux formats très différents. Je vais revenir au premier portrait et regardez ici, la personne est assise dans un fauteuil et c'est une pose assez statique. Le peintre a choisi vraiment de donner très peu d'espace à cette personne et de se limiter vraiment au minimum. Vraiment, cette chaise, ce fauteuil, la robe qui est très belle, mais cette personne est très calme et ne bouge pas. On voit très bien que l'espace dans lequel cette personne est confinée, cette femme est confinée, eh bien, même les tons, les couleurs qui sont très froids, ici en arrière, tout ça nous donne une impression de calme et de sérénité. Tandis que le deuxième portrait, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sent qu'il y a beaucoup plus de dynamisme et de mouvement dans cette image. On imagine que cette femme, elle va se lever bientôt ou bien elle vient de s'asseoir. Et vous voyez le mouvement de cette robe, beaucoup plus de dynamisme.
et beaucoup plus d'espaces vides qui en fait nous montrent simplement l'intérieur de cette pièce, mais vraiment donnent du dynamisme à cette image. Et bien sûr, c'est un choix tout à fait conscient et le portrait fonctionne très bien dans ce format-là parce que vraiment on a besoin de tout cet espace autour de cette femme pour lui donner vraiment la place et voir le dynamisme de cette image. Donc même auteur, même peintre, même sujet, portrait et 2 formats différents. Je vous invite à réfléchir à ça la prochaine fois que vous prenez une toile ou une feuille de papier. Prochain exemple, nature morte, cette fois-ci, de Chardin. Alors, un exemple assez classique dans le sens qu'on a un vase qui est allongé et ces très belles fleurs. Et pour contrebalancer tout ça, une autre fleur ici. Et bien sûr, l'ombre du vase. Mais en fait, une composition très classique et le vase, il est presque même centré au milieu de la toile. Et l'autre exemple, également de Chardin, cette fois-ci dans un format allongé, horizontal. On a toujours cet élément vertical, mais on a une multitude d'éléments horizontaux pour compléter l'image. Et bien sûr, comme j'ai expliqué dans mon petit schéma, on a un élément vertical, mais on a également beaucoup d'espace autour pour nos éléments horizontaux. Donc, format horizontal tout à fait justifié dans ce cas-là. Maintenant, je veux prendre un exemple de paysage par Van Gogh. En fait, on pourrait dire que c'est le portrait d'un arbre, vu que c'est le sujet principal. Et vous voyez qu'ici, on a un format vertical. Bien sûr, ça paraît logique parce qu'il s'agit vraiment de raconter l'histoire de cet arbre et à quel point cet arbre est beau au printemps, les lumières, la couleur, les fleurs, etc. Et un autre exemple qui a été peint très proche, même en termes de temps, mais cette fois-ci en format horizontal. Et là aussi, on a un sujet principal, cet arbre fruitier florissant, mais quelques sujets qui l'accompagnent. Donc, Van Gogh a choisi dans ce cas-là un format horizontal. Pourtant, il s'agit aussi d'un portrait d'un arbre. Donc, choix intéressant de format, sujet très très similaire et choix de format très différent. Un autre Van Gogh, cypress et format vertical. Regardez bien sûr cette forme très dominante, c'est le sujet principal de cette image. Et bien sûr, ce format vertical fait tout à fait sens. L'autre version, ou bien pas vraiment version, mais aussi image avec cypress, champ de blé avec cypress, très très clair la présence de cet arbre, une masse très dominante ici, mais qui est contrebalancée par ce champ de blé, valeurs, couleurs, etc. très différentes, et orientation. Et là, vous voyez qu'on a vraiment cette ligne horizontale, diagonale, et cette ligne verticale. Donc, effectivement, l'espace ici, eh bien, cet espace-là justifie d'avoir un format horizontal et une impression tout à fait différente de cette image qui est à la verticale. Sujet différent, bien sûr, interprétation différente et impression et émotion aussi très différentes dans les deux images. Maintenant, je vais vous montrer 3 exemples de tableaux qui sont carrés. Et effectivement, c'est exactement un carré. Je crois que celui-ci est 110 par 110, à peu près 1 mètre de côté. Il s'agit
d'un Gustav Klimt et vous voyez qu'il a choisi ce format carré, je pense, j'imagine, parce que vraiment, on a cette impression de tunnel qui nous dirige le regard vers ce point d'intérêt, ce point focal de l'image. Et on n'a pas de compétition vraiment entre le haut et le bas. Tout est harmonieux parce que c'est un carré. Et on peut vraiment regarder et voyager dans cette image de façon très harmonieuse et très équilibrée. Donc format très intéressant. Et souvent les paysages urbains également, où on a des bâtiments, se prêtent bien à la peinture sur format carré. Autre exemple de Klimt, le pommier. Et regardez ce que je disais auparavant, c'est un carré, mais la forme sous-adjacente est presque un cercle. Et bien sûr, c'est logique de insérer un cercle dans un carré parce que ça s'insère de façon très harmonieuse. Bien sûr, on a des fleurs en avant-plan, mais vous voyez que Klimt a vraiment choisi de placer cet arbre presque au milieu et de créer cette composition presque cercle dans un format carré. Si vous essayez d'imaginer ça dans un format allongé ou horizontal, vous voyez tout de suite que ça fonctionnerait moins bien. Et dernier exemple pour cette leçon, également un Klimt, tout autre sujet, assez typique de Klimt et de ses motifs. C'est ce qui l'a rendu célèbre, cette série de portraits de femmes et également beaucoup de feuilles d'or qu'il a utilisées. Et cette image-là, comme vous voyez, eh bien, c'est à nouveau un cercle. Pas vraiment un cercle parfait, mais on voit que la composition est vraiment circulaire. Donc, à nouveau, pas un hasard que le peintre a choisi un format carré pour ce tableau, qui fonctionne très bien et qui n'aurait pas vraiment fonctionné dans un autre format. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse mijoter sur tout ça et réfléchir la prochaine fois quand vous prenez une feuille de papier ou une toile aux différents choix que vous avez. Et vous voyez que les choix sont plus riches et un peu plus complexes que peut-être ce qu'on a tendance à croire. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.